Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour cette 21e séance en SQL. On va terminer avec on va dire une petite parenthèse importante à avoir au niveau de cette formation qui concerne la sécurité. Alors vous allez pour la plupart utiliser SQL avec un langage de programmation, donc la majorité des, on va dire, sections liées à la sécurisation de vos données ou la vérification de vos données se fera principalement avec votre langage de programmation. Donc dans ces cas-là, vous serez quand même un peu moins concerné pour certaines choses que je vais énumérer ici ou que vous pourrez retrouver en tout cas dans le lien que je mets en description de la vidéo. Mais pour tout le monde, hein, quel qu'il soit, vous passiez par un langage de programmation ou directement avec SQL, c'est pas mal de vous apporter quelques indications concernant la sécurité de vos bases de données. Déjà pour ceux qui n'ont jamais, pour qui par exemple SQL est la première formation que vous suivez, et pour les autres, de voir un petit peu comment assurer la sécurité pour toutes les parties en fait de votre application ou d'un projet. On va regarder tout ça. On va passer tout de suite sur notre éditeur, on va revenir là-dessus. Il n'y a pas de fichier SQL encore une fois pour cette séance, hein, ça va être très simple. J'ai pas grand chose à vous montrer finalement. Il y a pas mal d'informations et de choses à vous dire, mais en termes de fonctions, on n'en verra pas beaucoup. Alors il y a pas mal de fonctions qui existent pour les systèmes de gestion de base de données. Il y a également pas mal de fonctions différentes hein, selon le SGBD que vous utilisez. Certaines choses seront abordées peut-être un peu plus, on va dire en détail via les tutoriels, donc n'hésitez pas comme toujours hein, à consulter la playlist des tutoriels qu'il y aura pour SQL ou qu'il y a, tout dépend de quand est-ce que vous irez voir justement sur la chaîne. Petite chose déjà, petite précision à donner concernant les points de sécurité. On va distinguer grosso modo, donc je ne vais pas faire un cours sur la sécurité, parce qu'on va simplement surtout parler de fonctions de sécurité liées à SQL, mais on va distinguer deux points importants quand même. Je pense que voilà, c'est bien de le savoir et c'est bien de savoir de quoi on parle. Le chiffrement, d'accord, et le hachage. Alors je ne rentrerai pas encore une fois dans d'autres termes, d'autres explications, mais concrètement, pour faire simple, pour que ce soit compris comme ça de tout le monde par rapport aux informations et aux choses que nous allons aborder ensemble par la suite, le chiffrement, c'est une information que vous allez avoir, par exemple un texte en clair, d'accord? Donc une information, je vais mettre entre parenthèses comme ça, voilà, pour représenter voilà, une bulle en fait. Donc on a une information, et on va utiliser une clé, donc en l'occurrence ici une clé de chiffrement, qui va nous permettre d'obtenir une donnée chiffrée. Ok. Attention, on ne dit pas crypter, hein, petite parenthèse aussi, on parle bien de chiffrement, et de pas de cryptage ou de crypter les données. C'est un terme qui ne veut rien dire, donc voilà. En anglais on dit crypt ou encrypt, mais en français on parle bien de chiffrement ou de chiffrer des données. À partir de là, le moyen, donc vous voyez qu'on a fait donc le chemin, on a fait donc le chiffrement dans un sens, d'accord, partie d'une information, d'ailleurs je peux mettre donnée en clair plutôt qu'un texte, hein, c'est pas forcément un texte, ça peut être un fichier, un volume, ça peut être tout un tas de choses. Donc une donnée en clair, on passe par une clé de chiffrement, donc la clé que l'utilisateur en question choisirait, pour obtenir une donnée chiffrée. Le moyen de revenir sur la donnée en clair, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en fait qui peut être fait à l'inverse, c'est de passer par cette fameuse clé, donc c'est une information que l'on doit avoir, et à partir de l'information qui est chiffrée, en utilisant la clé, ici qui a été utilisée pour le chiffrement, on peut déchiffrer l'information et retrouver l'information en clair. C'est par exemple sur ma chaîne des choses que j'ai abordées avec vous, notamment sur la playlist d'aide, vous pouvez trouver ce genre de vidéos concernant le chiffrement des supports de stockage, avec notamment l'application VeraCrypt. Vous pouvez chiffrer une clé USB, un disque dur, un simple fichier sur votre système, bref, tout un tas de choses. Ça c'est le chiffrement. Au niveau web, donc par exemple au niveau des bases de données, ce n'est pas forcément, alors je sais pas que ce n'est pas ce qu'on utilise le plus, mais disons que dans votre usage, je pense pour une bonne majorité d'entre vous, notamment si vous travaillez avec des sites web, si vous travaillez sur par exemple des jeux vidéo et que vous voulez manipuler des données dans une base de données, vous allez surtout travailler avec du hachage. Le hachage, pour faire simple aussi, on a une donnée en clair, donc on retrouve la même information. On va utiliser, alors bien sûr, hein, le chiffrement fait appel à des algorithmes, hein, c'est-à-dire qu'un processus qui va dire comment on va effectuer le chiffrement des données ou le déchiffrement, mais je ne vais pas non plus ça, on va en parler un petit peu plus tard. Et ici, directement via l'algorithme, on obtient une donnée hachée. Ou plutôt, on obtient plus exactement un hash. D'accord? Un hash, en fait, c'est pour dire qu'une donnée justement a suivi un processus de hachage. D'accord, on parle de la génération d'un hash ou de la création d'une empreinte numérique, un digest comme on dit en anglais. Il y a énormément de termes pour décrire un petit peu tout ça. Dans ce cas précis, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a obtenu un hash, il n'est pas possible de retourner avec une donnée en clair.
Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je vous ai montré notamment sur un tutoriel en PHP pour voir comment mettre en place un système d'authentification. Donc en gros, un système avec des utilisateurs, identification, mot de passe, pseudonyme, etc., etc. Le principe, pour être sûr, par exemple, qu'une donnée est cohérente, hein, correspond effectivement à ce que l'on veut, vous avez donc une donnée qui est enregistrée, par exemple un hash, un utilisateur va entrer la donnée en clair, on va reproduire le hachage, et on obtiendra du coup deux hashes que l'on pourra comparer. Et à partir de là, si les deux hashes sont identiques, on pourra dire que l'information est valide, d'accord, elle est validée et qu'elle est correcte. Sinon, c'est que, par exemple, si on veut, dans le cas d'un système de connexion, l'identifiant, le mot de passe ne serait pas correct si le hash ne correspond pas. On peut utiliser du coup le hachage pour la gestion de mots de passe sur un site web, sur une application. C'est très utilisé. Le chiffrement, comme je vous l'ai expliqué, comme vous l'avez peut-être compris, c'est pour un autre cas d'usage. Nous, on va en particulier, et surtout dans cette vidéo, je vais vous parler de pas mal de fonctions pour du hachage. On parlera très rapidement de chiffrement, parce que là, pareil, selon le SGBD que vous utilisez, vous n'aurez pas forcément tout de disponible. Alors, il faut passer par des extensions. C'est pour ça que je voulais réserver cette séance pour la fin de cette formation SQL, parce que vous allez voir que pour certains SGBD, il faudra installer des modules supplémentaires, passer par d'autres extensions. Si vous êtes sur SQL Server, par exemple, il faudra éventuellement passer par Transact SQL. Pour Oracle, c'est du PLSQL. Pour PostgreSQL, il faut éventuellement passer par Postgre Crypto, qui est un module en fait supplémentaire. J'ai tout indiqué de toute manière dans cette page, donc en description de vidéo, comme d'habitude. Hein, maintenant, vous avez l'habitude sur les dernières vidéos de cette formation. Vous avez un lien qui vous redirigera sur mon GitHub avec ici une page dédiée aux quelques fonctions de sécurité qu'on va aborder ensemble et quelques petites infos. Encore une fois, toujours, hein, parce que là vous regardez peut-être la vidéo très très récemment après sa publication, peut-être que d'autres la verront dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et je complète et je compléterai au fur et à mesure, bien sûr, je rajouterai si nécessaire pas mal de fonctions hein, dans les différents fichiers que j'ai pu vous proposer tout au long de cette formation. C'est pour ça que c'est sur un GitHub en ligne, pour que vous puissiez consulter ça régulièrement quand vous le voulez, et que moi de mon côté je puisse vous le mettre à jour pour vous ayez un maximum d'informations. Voilà, pour tout ça, je tenais à faire le point sur qu'est-ce que le chiffrement, qu'est-ce que le hachage, etc. C'est des choses que nous allons aborder ensemble. Maintenant que ceci est dit, ceci est fait. On va enlever tout ça, parce que sinon je vais avoir des choses bizarres. Je vais me connecter à mon client MySQL, toujours pareil, je pourrais vous faire les démonstrations via MySQL. Si vous passez par un autre SGBD, à vous de tester de votre côté. Je vous montrerai quelques trucs pour d'autres SGBD, au niveau, on va dire, nom de fonction, etc. Ce sera à vous de le tester, et éventuellement de voir dans les documentations ou dans ce que je vous ai fourni en description de vidéo, pour trouver d'autres fonctions et d'autres usages, notamment pour du chiffrement ou autre, où je ne serai pas forcément très, on va dire, je ne pousserai pas forcément très loin dans le détail pour le chiffrement, parce que ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo ici. Concernant MySQL, on va aborder donc déjà des fonctions très simples. On va appliquer un premier hash. Le premier hash, alors cette fonction que je vais vous montrer, on pourrait se dire, bon, je pourrais très bien ne pas en parler, parce que c'est une fonction qui n'est absolument plus sécurisée. Pas qu'elle ne l'est pas, mais elle ne l'est plus. D'accord, elle l'a été à une époque, mais avec les ordinateurs actuels, ce n'est plus quelque chose à utiliser. Donc vous pouvez, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que peut-être qu'un jour vous travaillerez, je ne sais pas, sur un projet, où vous reprendrez un code ou n'importe quoi, et vous tomberez sur cette fonction, et au moins, en voyant cette fonction, vous saurez que là, il y a un problème, et qu'il faut changer ça. Cette fonction s'appelle MD5. MD5, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer tout un détail sur les algorithmes, que ce soit pour le hash, pour le chiffrement, etc. On va faire très très simple. Va obtenir, donc à partir d'une information en clair, par exemple bonjour, d'accord, on peut imaginer que ça par exemple c'est une information que je veux, pour laquelle je veux générer un hash, d'accord, une empreinte numérique. On va utiliser un algorithme, donc en l'occurrence ici l'algorithme pour MD5 via cette fonction-là, pour produire un hash. Le hash qui sera produit via ce genre de fonction sera composé de 32 caractères. Alors pas cafactères, mais caractères. C'est donc un hash sur 128 bits, hein. Et si vous voulez poser la question, pour faire simple, hein, si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, partez du principe que un hash composé, donc en tout cas un hash qui est généré sur n bits, d'accord, vous donnera à la fin en fait une chaîne, une information, parce que là on parle effectivement de chaîne de caractères, d'accord. Donc vous divisez par 4 pour avoir le nombre de caractères. Donc là, comme ça produit tout simplement une information sur 128 bits, ça correspond, si on divise 128 par 4, à 32 caractères. Donc ça c'est important, pourquoi je vous dis le nombre de caractères que ça va produire, parce que si un jour vous voulez par exemple réserver un champ, d'accord, une colonne d'une table SQL pour stocker, alors évidemment pas avec cette fonction, parce que je vous dis qu'il ne faut plus l'utiliser du tout aujourd'hui, mais je vous en parle quand même, eh bien si un jour vous tombez sur une table par exemple qui s'insère,
peut-être que la personne aura dans la colonne choisie, comme type de données, aura choisi par exemple un varchar 32. Et même pas un varchar 32, parce que ça sous-entendrait que ça peut être moins, mais carrément ça. Parce que ça, rappelez-vous, c'est une taille fixe. Parce qu'automatiquement, on va dans tous les cas, peu importe ce qu'on met ici comme texte, on va obtenir finalement une chaîne de 32 caractères. Donc ici, voilà, on stocke l'information de cette manière. Donc ça, petite révision sur les types de données qu'on a vu en SQL. Donc je vais montrer très rapidement, parce qu'encore une fois, c'est bien de savoir, voilà, de montrer aussi ce qu'il ne faut pas faire en informatique. C'est important, sans forcément non plus détailler pendant 3 heures. Mais en gros, je fais ça, donc là, je passe pas par des, comme je vous ai pas fourni de fichier, je ne passe pas par une base de données quelconque ou des tables. Pas besoin pour ce que j'ai à vous montrer dans cette séance. On fait ça, on met par exemple notre information, et voilà. Et on obtient 32 caractères, d'accord. Et ici, une empreinte numérique, donc une empreinte MD5 de bonjour. Donc si je refais évidemment l'exécution, ce n'est pas une information qui est aléatoire et qui change, d'accord. Dans tous les cas, même si vous faites de votre côté, en produisant l'empreinte numérique du mot bonjour, en minuscule, tel que je l'ai marqué là, vous obtiendrez tous, à l'identique, cette empreinte-là, ce H présent. Ça, c'était une ancienne fonction qu'on vous allez retrouver notamment sur PostgreSQL. Sur PostgreSQL, elle porte le même nom, vous mettez MD5, en PostgreSQL, on a plus l'habitude de marquer les noms de fonctions en minuscules, et vous mettez pareil, vous pouvez mettre test, bonjour, hello, ce que vous voulez, même chose, d'accord. La fonction existe également sur PostgreSQL, et dans d'autres LGBD, vous verrez qu'ils ont des fonctions un peu plus génériques. En gros, une fonction, vous pourrez choisir comme paramètre l'algorithme en fait que vous voulez utiliser pour générer votre hash. Voilà, ça c'est l'information que je voulais vous montrer ici. Donc ça, c'est bien de savoir que ça existe, c'est bien de savoir que c'était utilisé à une époque, qu'il ne faut plus l'utiliser aujourd'hui, mais ça remonte même déjà pas mal d'années. Donc attention, si un jour vous voyez du MD5 qui traîne quelque part, voyez pour changer, pour mettre à jour, si vous travaillez sur un projet que vous avez récupéré ou que sais-je, mais surtout, n'en faites pas usage sur des nouveaux projets, d'accord. C'est une chose à ne plus utiliser. Dans la même idée, dans la même optique, on va dire, on a également un autre algorithme qui est SHA, qui lui est un peu plus sécurisé que MD5, ou c'est SHA-1, donc en fait SHA, quand on parle de SHA, on parle de SHA-1, et celui-là va générer un hash de 160 bits, d'accord, produire un hash en 160 bits, donc 40 caractères qui seront générés à la fin. C'est un peu plus sécurisé que MD5, mais pareil, de nos jours, ce n'est plus à utiliser. L'usage en lui-même, c'est-à-dire comment on l'utilise, c'est simple, vous avez donc soit ça, vous avez également un alias en mettant le 1, d'accord, où le 1 n'est pas obligatoire, c'est un caractère facultatif dans le nom de la fonction. Et là, autre chose. Je fais ceci, je vous montre aussi rapidement pour que vous sachiez que ça existait, que ça fonctionne. On produit les 40 caractères, d'accord, 160 bits. Voilà, donc c'est un peu plus long. Pareil, si on refait, ce sera toujours le même hash qui est obtenu. Ça, c'est très important de le savoir, parce qu'on pourrait penser que du coup, l'information change à chaque fois. Mais non. Là, encore une fois, c'est un hash, donc cette information est toujours la même. Parce que le but, c'est de pouvoir, à un moment donné, si on veut retester, par exemple, la chaîne bonjour, si on réutilise une fonction dessus, on doit pouvoir faire des comparaisons de hash. Donc si on avait des valeurs qui changeaient, ou qui étaient aléatoires, il serait impossible de retomber en fait sur le même hash. Par exemple, imaginez sur un système de connexion, on vous dirait que l'utilisateur a mis un mauvais mot de passe, alors qu'en fait il a mis exactement le mot de passe qui était mis d'origine. Ce serait très très problématique pour nos systèmes d'authentification. Donc, petite information comme ça à savoir. Donc SHA-1, MD5, on ne s'en sert plus. La solution, d'accord, à utiliser aujourd'hui, c'est la version 2, d'accord, de SHA. Donc c'est très simple à utiliser, en MySQL, vous mettez un 2. Voilà, on ne peut pas faire plus simple que ça. Vous avez en premier argument, donc le premier argument à renseigner à l'appel de votre fonction, c'est l'information, d'accord, que vous voulez évidemment hash, sur laquelle vous voulez générer un hash. Et en deuxième argument, très important, on va renseigner l'algorithme, d'accord, une information qu'on va pouvoir renseigner. Donc là, pareil, alors normalement c'est juste, alors c'est un peu particulier parce qu'il va falloir que je vous précise là-dessus, parce que pour d'autres LGBD, vous allez voir qu'ils ne gèrent pas forcément les paramètres de la même manière. Pour MySQL, vous allez pouvoir produire, donc c'est du SHA-2 en fait, mais bon, en gros, on met comme ça, mais je vais dire voilà, SHA-2, et c'est au choix, vous avez 224 bits, d'accord, vous avez 256, vous avez 384 bits, et vous avez le fameux 512 bits. Ok. Pareil en fonction, vous divisez par 4, ça vous dira ça vous permettra de savoir le nombre de caractères qui vont être générés, en tout cas sur le hash qui sera généré. Pour l'information indiquée ici, en fait vous renseignez simplement ce nombre-là, d'accord. C'est pas une chaîne à renseigner, genre il faut pas faire ça, genre SHA 256, etc. D'accord. C'est simplement comme ça, pas sous forme de chaîne, comme ceci.
d'accord? On met comme en entier pour chacune de ces valeurs-là. Là, je vais vous les montrer très rapidement et vous allez voir la différence. Donc là, d'accord, donc pour 224 bits, on a 56 caractères. Si je mets pour 256, on va avoir 64 caractères. Je vais vous les faire tous, hein, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. 384 bits, on a 96 caractères. Vous voyez, ça commence à faire un H qui est assez long, de rien. Et on a ensuite le 512 qui va produire 128 caractères. Et là, du coup, ça déborde même un peu par rapport à mon terminal. Voilà, quelque chose de plus complet. Donc, pas mal pratique et évidemment plus sécurisé. Plus on utilise une version donc en bits qui est plus importante, plus le hash sera puissant, en tout cas sera robuste. A contrario, donc après, bon, à moins d'avoir des machines bien sûr qui sont très très anciennes, mais bon, c'est bien de l'indiquer aussi, plus le hash ici est fort, d'accord, le hash qui est produit, en tout cas le nombre de bits ici est important, et plus les calculs bien sûr appliqués, hein, le processus encore une fois de hash, sera long, d'accord, n'oublie pas que ce sont des algorithmes, hein, donc même si on parle de temps informatique, qui peut être en millisecondes ou éventuellement quelques secondes, c'est des temps qui peuvent être très longs. On va par exemple générer plus rapidement un MD5, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ça se casse très très facilement comme hash qu'un SHA-2 en 512 bits. D'accord, évidemment là ça sera un peu plus long pour générer ce genre de hash, mais plus robuste, plus sécurisé, donc éventuellement préférable pour des informations qui seraient très critiques. Voilà, donc SHA-2 vous pouvez l'utiliser pour tous ces cas-là, il n'y a pas de problème. Ça c'est pour MySQL, d'accord, principalement. Si on veut, pour PostgreSQL, bon, je vous ai montré avec MD5, mais encore une fois, hein, c'est juste pour information, vous savez maintenant, et vous saurez de toute façon par la suite que vous ne devez plus ou pas l'utiliser. Pour PostgreSQL, donc on va faire très simple, on va mettre ça comme ça. Je vais enlever mes notes ici, de toute façon vous pouvez mettre en pause la vidéo comme vous voulez, et je vous invite comme toujours, hein, je rappelle, à prendre des notes de votre côté, c'est très important. On va virer tout ça, chut. Voilà, MySQL, par exemple. Pour PostgreSQL, donc là, petite exception, je vais vous montrer pour pas mal de SGBD également, vous avez la fonction digest. Donc c'est la fameuse la fonction qui va permettre de créer une empreinte numérique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le terme anglais. Ici, même chose, vous passez la valeur que vous voulez, et là, l'algorithme à utiliser qui, pour le coup, s'indique en fait sous forme de chaîne. Alors la syntaxe, c'est en MD5, c'est comme ça, vous voyez, on peut utiliser soit la fonction MD5 qui, elle, est de base dans PostgreSQL, via son module qui est PG Crypto, que d'ailleurs j'ai dû indiquer là, j'espère que je ne l'ai pas oublié. C'est où Est-ce que je vous l'ai mis? Oui, ici, voilà. Via le module PG Crypto. Encore génération d'un hash avec digest. Donc vous pouvez éventuellement générer aussi un MD5 comme ça. Mais encore une fois, attention, le MD5 n'est plus sécurisé. On peut, sinon, indiquer SHA-1, pareil, c'est obsolète, c'est déprécié, donc c'est à ne plus utiliser aussi. Et pour travailler sur des versions qui sont préférables, vous avez SHA-224, donc on ne met pas de 2, hein, d'accord, c'est 224, vous mettez 256, vous mettez 384, ou éventuellement 512. On va dire pour avoir un bon compromis, surtout pour des données assez critiques quand même, le 256 c'est pas mal. Évitez de prendre en dessous, voilà, si vous voulez prendre un juste milieu, en 256 bits, c'est pas mal du tout, et si vous pouvez prendre 512, c'est toujours mieux aussi, mais encore une fois, il y aura toujours un peu plus de lenteur par rapport au hash. On a ces informations-là, donc digest très important à connaître comme fonction pour ça. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu, d'ailleurs, bon, j'aurais pu faire un select, mais on va faire juste ça, comme ça. De toute façon, je peux pas les exécuter, hein, les fonctions pour les hôtels GBD. Voilà, j'ai pas besoin de mettre de select, quoi que ce soit. Ok. On va en montrer d'autres. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Pour Oracle. Database. Voilà, je précise que bon, quand même SQL c'est Oracle, hein, je préfère préciser, pour pas que vous vous trompiez. Nous avons une fonction qui est standard underscore, parce qu'on aime bien les underscore aussi, h. Okay. Ici, pareil, très simple. Vous mettez l'information, donc là, bon, en l'occurrence, on peut mettre bonjour. Hein. Quand je mets str, ça veut dire string, hein, c'est genre sous forme de chaîne de caractères. Et ensuite, l'algorithme. C'est également sous forme de chaîne. E, par contre, c'est tout en majuscule. Alors peut-être qu'en minuscule ça marche, mais dans le doute, voilà, comme les informations sur Oracle travaillent beaucoup avec des majuscules, c'est mieux de passer par des majuscules. Et là pareil, pour SHA-1 c'est comme ceci, pour les autres c'est 256 comme ça, tout en majuscule, etc. jusqu'à 512. Tout ce que je vous ai montré. Donc vous voyez, une fois que vous savez en utiliser une, on a quand même des fonctions qui finalement s'utilisent un peu de la même manière, à part le nom qui change. Pour le reste, on se retrouve avec des choses assez similaires. Alors je vais mettre 256 de ce côté-là. Faire la même chose en fait pour chaque fonction. Voilà. Ça vous voyez, je vous montre tous les exemples, vous aurez vraiment, enfin on pourrait pas dire qu'il vous manque quelque chose, vous aurez pas mal de quoi faire avec tout ça. SQL Server. Voilà, donc de Microsoft. Hein.
pouvez travailler avec Transact SQL, ça marche aussi, bien sûr, c'est une extension. Et ici, on va avoir, alors eux, c'est tout attaché, hein, Microsoft, donc c'est HBytes, d'accord. Donc là, c'est pas forcément, d'ailleurs, on n'est pas obligé de travailler sur une chaîne de caractères, hein. On peut travailler sur des données binaires, il n'y a pas de problème. Et je vais parler dans un peu de binaire très vite avec du chiffrement AES. Avec MySQL, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Et ici, c'est l'inverse, hein, ils ont voulu faire des petits pièges. C'est l'algorithme en premier. Mais là, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'il y a même des vieux algorithmes. On peut faire du MD2, MD4, qui sont des ancêtres du MD5, encore moins sécurisés, évidemment. On retrouve SHA, ou son alias SHA-1, et on retrouve les autres, et eux s'écrivent comme ceci, SHA-2 underscore, parce qu'évidemment, il faut faire un peu plus compliqué. Et là, vous mettez bien évidemment la taille en bits, hein, par rapport à l'algorithme utilisé. Donc le 256, ça s'écrira de cette manière. Et en deuxième argument, l'information ici, avec laquelle nous allons produire le hash. Comme ça, vous ne vous trompez pas de ce côté-là. D'ailleurs, c'est pas hasbyte, hein. Attention. Ou bien hash, c'est hbytes. Je vérifie que j'ai pas gouré, parce que forcément quand on s'enregistre, c'est de se tromper. SHA-2 standard, c'est bon. Ok. Et pour SQLite, le petit dernier, eh bien, non. SQLite, comme la version indique, c'est une version, c'est un SGBD qui est light, hein, qui est beaucoup plus léger, et vous n'avez pas en natif, en standard en fait, de fonctions toutes faites pour gérer tout ce qui est hash, tout ce qui est chiffrement, etc. Donc éventuellement, c'est à vous de créer, ce qu'on peut créer évidemment des fonctions via la SGBD pour faire ce genre de choses. Après, encore une fois, SQLite, on l'utilise quand même pour des cas bien précis. Donc quand on veut travailler sur des données absolument à bien sécuriser, on évitera quand même, alors en majorité SQLite. Hein. Encore une fois, c'est pas pour rien que ça s'appelle SQLite. Ça veut pas dire que c'est nul. D'ailleurs, c'est pas SQLite, c'est SQLite, mais c'est juste que ça correspond à certains besoins et certains contextes bien précis. On va pas forcément faire du SQLite pour tous les cas, pour tous les scénarios. Pas pour rien qu'il y a des gros SGBD à côté qui sont quand même beaucoup plus robustes à ce niveau-là. Donc de toute façon, je crois que dans mon fichier, j'ai dû vous mettre que voilà, aucune fonction de sécurité disponible, à vous de les définir. Si un jour ça vous intéresse de voir comment créer des fonctions avec SQLite, vous pourrez voir ça, parce que moi je l'aborderai pas forcément en vidéo. Alors, encore une fois, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Comme pour chaque cours, il y a des playlists de tutoriels. On peut après faire un tuto sur un petit peu tout et n'importe quoi. Donc sait-on jamais, mais c'est pas prévu au programme tout de suite. En tout cas, je fais cette vidéo. Donc n'attendez pas forcément que je fasse un tuto pour chaque chose. N'hésitez pas, encore une fois, c'est le but aussi des vidéos que je vous fais, à être un minimum autonome aussi, et puis de ne pas hésiter à vous renseigner, hein, d'utiliser les documentations, et d'aller faire de la recherche sur internet, s'il y a quelque chose que vous voulez faire. Vous avez mine de rien sur ce cours déjà une bonne, enfin c'est même plus une base, mais vous avez vraiment voilà, un gros package, on va dire, en SQL, et j'ai essayé d'être assez général un maximum, pour que vous ne soyez pas forcément, encore une fois, obligé hein, de vous servir de MySQL, même si c'est ce qui a été installé dans la formation. Fallait bien en choisir un. Et au moins, vous serez quand même beaucoup plus à l'aise, je pense, avec d'autres SGBD. Puis c'est pareil, si vous avez commencé avec MySQL, si demain vous voulez vous former un petit peu à Oracle, à PostgreSQL, etc., vous avez la curiosité d'en tester d'autres, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Bien, on a vu pour les hash, est-ce qu'on... Non, parce qu'après, encore une fois, il y a pas mal d'autres fonctions, on apprendrait sur des choses pas forcément utiles, là. En tout cas, pour terminer cette formation SQL, il n'y a pas forcément besoin d'en voir davantage. C'est tout ce qu'il faut ici. Je vais quand même, parce que pour les petits curieux, vous aurez peut-être vu que j'ai noté des petites choses là, pour ça, et puis ça pour PostgreSQL. Très rapidement, je vais aller assez vite, hein, parce que c'est pas très compliqué non plus. Mais là, on va être plus sur du chiffrement. Donc, tout simplement, MySQL pour le coup, on va faire ça, AES Encrypt, on va avoir une information, donc là on est sur du chiffrement, on n'est pas sur la génération d'un hash, très important, et on va passer par une clé. Alors une clé, c'est, si vous voulez, c'est une information qui doit être gardée secrète, hein, c'est pas une chose à partager comme ça n'importe comment. C'est par exemple, à un moment où elle a créé, c'est le mot secret, bon c'est assez spécial, mais pourquoi pas. Je fais ça, d'accord. Alors là je vais faire quelque chose en vidéo que je ne vous ai pas forcément montré dans le cours, puisque c'est donc ça n'a pas encore été fait au moment où cette vidéo a été enregistrée en tuto. Je ferai un tuto dessus, bien évidemment. Ça, je pense que ça vaut le coup d'en parler aussi. Donc on va faire ça. Hop. Et là on obtient une information et un peu toute bizarre. Vous allez avoir des caractères bizarres. Pas d'inquiétude, c'est parfaitement normal. La donnée qui est produite ici est du binaire. D'accord. Évidemment, ici le terminal n'affiche pas du binaire. Donc on a tout un tas d'informations un peu bizarres qui sont affichées. On a produit, d'accord, on a chiffré en fait le mot ici, donc la chaîne bonjour, en utilisant la clé qui s'appelle du coup secret. Voilà, le nom ça est secret. Hein. J'aurais pu mettre n'importe quoi. Voilà. On peut faire
l'inverse avec decrypt, AES decrypt, donc ça utilise l'algorithme AES. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est bien quand même d'en parler. Et là, on va avoir l'information qui est cryptée. Donc là, en l'occurrence, ce serait ça. Alors là, ça ne marchera pas parce que si j'essaye de faire du copier-coller, comme c'est du binaire, vous verrez qu'au niveau du clé en MySQL, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais faire autre chose, je vais vous montrer ce que je vais faire. Si vous ne comprenez pas forcément ce que vous montre, c'est pas grave, on le verra en détail dans une vidéo en annexe là-dessus, notamment pour faire des variables. On va créer une variable. On va faire ça. Donc bon, ça n'a rien de complexe, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais mettre passe W. Donc je mets ça en variable. Après, éventuellement, je l'affiche. Faire ça. D'accord. Et ensuite, alors on va le stocker dans autre chose en fait. Dans texte, et on va faire l'inverse. Et là, en fait, au lieu de mettre une information, parce que ça, comme je dis, je peux pas le copier-coller, eh bien c'est ça. Hop, je mets la même clé, très importante, hein, il faut avoir la même clé pour pouvoir déchiffrer l'information, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure concernant le chiffrement, et on affichera l'information finale pour voir qu'on est bien revenu à la même information. Logiquement, ce qu'on a indiqué là, c'est ce qu'on doit retrouver dans le texte à la fin. Donc si vous n'avez pas trop compris ce que je viens de faire ici, ce n'est absolument pas grave, ce n'est pas une chose que j'ai abordée dans le cours parce que c'était pas nécessaire, et ce n'est de toute façon pas disponible partout, il y a plein de LGBD qui n'ont pas de système de variables, c'est parfaitement normal, comme je vous l'ai dit, que je ne l'ai pas abordé dans le cours. Je ferai une vidéo annexe dans les tutos pour les LGBD qui sont concernés par ce genre de fonctionnalité. Donc on fait la première chose. Alors d'ailleurs c'est LED, c'est absolument pas LED. Pourquoi je... C'est pas du JavaScript, hein. C'est pas grave, c'est 7, hein, pardon. Excusez-moi. Voilà. C'est pas LED. On fait ça, donc là je définis une variable, hop, je stocke tout ça. Là j'affiche le contenu, donc on retrouve naturellement l'information en binaire, pas de souci. Ici je vais créer une nouvelle variable où je stocke l'information déchiffrée, et j'affiche l'information, et si tout est bon, on retombe sur pas bonjour, bravo, on ne retombe pas sur ce que je voulais. Alors je me suis pas... Ah oui, parce que j'ai fait un copier-coller, bravo, bravo, on recommence, hein, histoire de... Parce que j'ai fait du copier-coller, pas bien. Donc on chiffre, on affiche l'information qui vient d'être chiffrée, ok, c'est du binaire, c'est une chaîne binaire. Ici, on déchiffre et on affecte à une variable, et on affiche la variable, et on retombe sur l'information en clair. D'accord? Donc encore une fois, comme je l'ai expliqué en début de séance, on a bien la possibilité de faire le chemin dans un sens et dans l'autre. On peut chiffrer et on peut déchiffrer. A l'inverse, le hash, comme je vous l'ai expliqué aussi, on a une information en clair, on utilise un algorithme pour générer un hash, une empreinte numérique, et on obtient un hash final qui, lui, ne permet pas de revenir en arrière. D'accord? On ne pourra pas revenir en arrière, faire le processus inverse, pour retourner sur l'information en clair. Et c'est tout, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Autre, alors je vais pas le remontrer en vidéo, donc de toute façon je peux pas vous le... Encore une fois, je peux pas vous le faire tester, hein, faire une démonstration parce que c'est sur PostgreSQL, mais si vous avez ce LGBD, vous pourrez l'utiliser. Vous avez ces fonctions-là, d'accord? PGP-SYN, donc là c'est, hein, je pense que c'est suffisamment clair, hein, chiffrement et déchiffrement avec une clé PGP, donc c'est une clé, je crois que c'est une symétrique celle-là, oui c'est une symétrique, et voilà, vous pouvez passer par ça, donc en gros, pour le chiffrement c'est pareil, vous mettez l'information en clair, la clé à utiliser pour le chiffrement, et pour le déchiffrement, c'est l'information qui est chiffrée, je rappelle, et pas cryptée, et la clé pour pouvoir déchiffrer l'information et retrouver la donnée en clair, en texte clair. Tout simplement, donc usage très très simple là-dessus, mais je tenais quand même à vous en parler, le mettre dans ce tableau-là, parce que c'était, voilà, ma foi, c'est pas mal de l'aborder, et éventuellement, pour les plus curieux d'entre vous, ça vous donnera peut-être envie de vous renseigner un peu sur cette histoire de PGP, là j'ai parlé de AES, voilà, puis pourquoi pas un MD5, SHA, etc. Comme le thème de cette vidéo n'est pas de vous faire un historique et un détail sur tous les algorithmes de chiffrement, de hash, etc., sur, on va dire, un cours en cryptographie, vous pourrez pas mal regarder d'informations à ce sujet et puis vous renseigner sur tout ça. Ok, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et montrer surtout pas cette formation, mais sur cette séance. En tout cas, bon, ça clôture ce que je voulais vous montrer dans le cours. On se retrouvera pour la prochaine séance et la dernière séance de ce cours, qui sera donc la fameuse vidéo de conclusion, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude maintenant du contenu sur la chaîne. On fera un point de tout ce qui a été abordé, des choses que vous pouvez continuer de voir, des choses que je compte aborder dans les tutos, par rapport notamment à ce qui n'a pas encore été publié au moment où je vous parle. On reviendra sur toutes ces informations-là. Je vais repasser en webcam, coucou. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez eu pas mal d'informations. C'était une petite vidéo simple, hein. On a fait quand même beaucoup, on a vu énormément de choses sur toutes les dernières séances.
On a terminé avec des choses qui sont quand même très importantes, hein, la sécurité qui est liée ici aux bases de données. Mais vous voyez, quelques petites fonctions, il n'y a rien de compliqué pour un usage en tout cas assez standard. On n'a pas de choses énormes à connaître. Quelques fonctions par-ci par-là, savoir comment fonctionne un hash et comment fonctionne le chiffrement. En tout cas, maintenant, vous êtes paré pour un usage de SQL via n'importe quel LGBD. Finalement, on en a quand même abordé énormément. Donc vous avez de quoi faire et de vous adapter selon le contexte, selon l'environnement avec lequel vous travaillez et que vous décidez en tout cas de travailler. Je vous dis à bientôt pour la prochaine et dernière séance de ce cours et on fera comme ça une belle petite conclusion pour cette formation SQL. À bientôt tout le monde, ciao.